Alors, merci de vous être connectés. Bonjour à tous. Désolée pour le petit retard de ce soir. Ce sont les aléas du direct, dirons-nous. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Leïli Anbar qui va nous présenter notre nouvelle conférence qui a pour titre ce soir Enquête de la princesse de Chine, de la beauté idéale en littérature persane. À présent, je passe la parole à Hervé Triboulas-Pierre qui va vous présenter Leïli Anbar. Bienvenue à toutes et à tous. 2021 est l'année du cinquantenaire d'Explorator. Nous avons lancé pour ce faire notre voyage du cinquantenaire, 50 jours de Siane à Istanbul. Et autour de ce voyage, nous marquons cet événement en saluant depuis le début de l'année par un cycle de 6 conférences sur les routes de la soie, la plus belle et la plus longue aventure humaine qui ait positivement marqué l'histoire de l'humanité. Nous accueillons ce soir pour notre 4e conférence Leïli Anbar, que beaucoup connaissent sans doute pour avoir écouté avec passion Les Racines du ciel sur France Culture ou d'autres de ses productions sur France 2. Maître de conférence à l'INALCO, spécialiste de littérature persane, plus particulièrement de littérature mystique et des liens entre la littérature amoureuse et la spiritualité. Spécialiste de l'œuvre de Rumi, poète persan du XIIIe siècle, mais aussi maître spirituel soufi connu et vénéré à Konya en Turquie sous l'appellation de Mevlana, gageons que d'ailleurs nous entendrons parler de Rumi d'ici peu. Je laisse maintenant la parole à Leïli Anbar pour sa quête de la princesse de Chine, de la beauté idéale en littérature persane. À vous, Leïli. Merci pour cette présentation, merci pour cette invitation qui m'a fait peut-être repartir moi aussi sur mes chemins mes routes de la soie qui sont très souvent, qui se croisent en fait très souvent avec les routes de la poésie persane, puisque tout au long de cette route, il y a des villes absolument légendaires qui ont vraiment animé, enflammé l'imagination des poètes persans. Parfois, certains de ces poètes persans ont vécu d'ailleurs le long de cette route, ont voyagé le long de cette route, et en tout cas, il est certain que leurs œuvres ont voyagé à la fois parce qu'ils ont été influencés par un certain nombre d'images venues de Chine et parce que, évidemment, leur œuvre a porté jusqu'aux confins de Byzance, donc vraiment voilà, cet immense trajet d'est en ouest et d'ouest en est, il a été fait sans cesse, à la fois en rêve et en réalité, par un très grand nombre de Persans. Alors, pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire qui, en apparence, n'est pas tout à fait l'histoire de la princesse de Chine, mais on va voir que finalement, tout ce qui a trait à la beauté manifestée, à la beauté dans les formes et dans les couleurs manifestées, en fait, a à voir avec la princesse de Chine et va vraiment voyager jusqu'au cœur de la poésie et des poètes persans. Alors, donc, la première histoire que je vais vous raconter, et si on peut commencer notre partage d'écran, c'est une histoire qui est tirée du Masnavi de Rumi. Je vous ai écrit toutes ces choses comme ça, ça vous paraîtra plus familier si vous le voyez avec les yeux. Donc, c'est une histoire qui est tirée donc, du Masnavi de Rumi. Tout à l'heure, Hervé vous a évoqué juste ce nom. Donc, Rumi est un poète du XIIIe siècle. Donc, si on peut aller à l'image suivante pour avoir donc le nom de Rumi. Donc, Rumi est un poète du XIIIe siècle qui lui-même est né dans la ville de Balkh, donc en Afghanistan actuel, et qui a voyagé de son vivant même de cette ville de Balkh jusqu'à la ville de Konya. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs. C'est bon, là on peut s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle donc Rumi, parce qu'en réalité, voilà, il a vécu en fait dans l'empire romain d'Orient, donc d'où le mot de Rumi, ça veut dire de Rome, le romain, bien qu'il soit absolument pas romain.
Donc, il a voyagé jusqu'en Anatolie. Il a emporté dans ses bagages, bien qu'il fût encore un petit enfant, il a emporté dans ses bagages la langue persane et toutes les images, finalement, toutes les images, tout le folklore, tous les contes, les récits qu'il avait entendus dans son enfance et que plus tard, il lira, bien sûr, dans les livres de poésie dont il était particulièrement friand. Et donc, il voyage Balkh, c'est pour un Persan, si vous voulez, c'est déjà les marches de la Chine. Hein. Donc voilà, il fait cet immense voyage qui l'emmène d'est en ouest. Et une fois devenu adulte, à la suite de péripéties aussi belles que enflammantes, je dirais, incandescentes pour l'imagination, il devient un des plus grands poètes mystiques, disons, de la littérature universelle. Je ne vais pas vous raconter sa vie, évidemment, mais ce qui m'intéresse, c'est ce voyage qu'il a fait et le fait que, donc, au soir de sa vie, dans les 10 dernières années de sa vie, il va composer donc cette œuvre qu'on appelle le Masnavi, lequel Masnavi, en fait, si on pouvait aller à l'image d'avant, ça permettrait que tout le monde ait le nom du poète et le nom, voilà. Donc, il a composé le Masnavi, et ce Masnavi, en fait, est une immense œuvre de 25 000 distiques, c'est-à-dire, si on devait le traduire en français, ce qui a été fait d'ailleurs par Madame de Vitré-Meyerowitz, ça fait à peu près 50 000 vers français. Donc, c'est quand même une œuvre assez considérable dans laquelle il va, au fond, résumer tout ce qui relève en fait du trajet spirituel et de son expérience spirituelle. Et il va raconter cette expérience spirituelle, il va partager cette expérience spirituelle à travers en fait des histoires qu'il va raconter. Et donc ce soir, je vais quand même extraire, il y a 2 histoires que je vais vous raconter du Masnavi, il y a aussi 1 ou 2 autres histoires que je vais vous raconter qui viennent d'autres œuvres, mais qui me semblent être tout à fait emblématiques de cette quête de la beauté idéale et de la signification de cette quête, et pourquoi cette quête, elle doit faire un mouvement qui va finalement d'Occident vers l'Orient, pour revenir ensuite de l'Orient vers l'Occident. Donc faire cette route en réalité dans les 2 sens. Alors, la première histoire, donc, c'est l'histoire de la controverse entre les Chinois et les Byzantins sur l'art de peindre. Et l'art de peindre, on va le voir, est très lié à la question de la beauté de la princesse de Chine et à la question de la beauté idéale en littérature persane, même si dans cette histoire, en apparence, la princesse de Chine n'a pas encore fait son apparition, mais les Chinois sont là et bien là. Donc voici ce que nous raconte cette histoire. Si on peut passer donc à l'image d'après, qui est en fait une illustration de cette histoire, je vais pouvoir vous la raconter et vous allez voir pourquoi cette illustration est ainsi faite. Donc je vous lis le début tel qu'il nous est raconté par Rumi. « C'est à nous que revient la perfection de l'art, clamaient les Byzantins. Pardon. Nous sommes les meilleurs peintres, prétendaient les Chinois. C'est à nous que revient la perfection de l'art, clamaient les Byzantins. Et le sultan trancha, nous vous éprouverons pour voir qui l'emporte en cette prétention. Alors, déjà, le début de l'histoire nécessite 1 ou 2 petites explications. La première, c'est que donc il y a une compétition entre l'extrême-orient, c'est-à-dire la Chine, et Byzance, c'est-à-dire le pays des icônes, comme chacun sait, pour savoir laquelle civilisation, lequel art de peindre est supérieur à l'autre. Pourquoi, en fait, on a cette controverse? Parce que tout simplement, dans le monde médiéval, il y avait cette idée que finalement, il y a aux 2 extrémités du monde connu pour un Persan, c'est-à-dire la Chine et Byzance, il y a 2 traditions picturales qui sont toutes les 2 arrivées à une forme de perfection, et la question est de savoir lesquelles finalement sont supérieures aux autres. Ensuite, la raison pour laquelle ça commence par les Chinois, c'est que
les Chinois sont désignés en littérature persane comme étant vraiment les peintres les plus parfaits et les plus, je dirais, fidèles, en fait, aux formes de la beauté du monde. C'est-à-dire que les Chinois étaient connus pour leur peinture des nuages, des rochers, des fleurs, des animaux, des montagnes, de l'eau, mais aussi, bien sûr, des visages de la beauté. Donc, ils étaient connus pour être à la fois des immenses peintres du paysage, donc de la beauté du monde, mais aussi d'immenses portraitistes, mais à nouveau de personnages réels, en fait. C'était des portraitistes qui recréaient finalement, à partir d'un modèle, un monde pictural. Tandis que les Byzantins, finalement, ne font pas des portraits d'après la réalité, mais les icônes sont censées représenter une image, en fait, d'ordre spirituel. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et la peinture des Chinois était aussi reconnue pour être une peinture extraordinairement chamarrée, extrêmement, je dirais, avec des formes très belles et très variées. Et donc, à ce titre, elle était vraiment le miroir de la beauté du monde. Et donc, voilà comment Rumi va mettre en scène, finalement, ces deux traditions dans son histoire. Donc, le sultan décide de lancer un concours, en fait. Ainsi, on fit venir Chinois et Byzantins, ces derniers l'emportant en toute connaissance, c'est-à-dire les Byzantins. Mais les Chinois, eux, l'emportent en général sur le plan de l'art. Les Chinois demandèrent une pièce pour eux exclusivement et une autre pour les Byzantins. Or, il y avait là deux pièces face à face. L'une revint aux Chinois et l'autre aux Byzantins. Les Chinois demandèrent des centaines de couleurs et le roi, magnanime, leur ouvrit son trésor. Chaque matin, les Chinois recevaient en partage des couleurs innombrables par la manne royale. Mais les Byzantins, eux, disaient « Rien ne conviendra, ni forme, ni couleur. Il faut polir la rouille. » Ils fermèrent la porte et se mirent à polir. Comme le firmament, ils devinrent lisses et unis. De la bigarrure à la transparence, il y a un chemin. La couleur est comme un nuage et la transparence comme une lune. Toute lumière et toute splendeur que tu vois dans le nuage, sache qu'elle est le reflet des étoiles, de la lune ou du soleil. Lorsque les Chinois eurent terminé leur ouvrage, de joie, ils firent battre tambour. Le roi apparut et vit toutes leurs images. Elles faisaient perdre la tête et la raison, parce que, bien sûr, les Chinois sont extraordinairement doués. Puis, le roi se rendit chez les Byzantins et on leva le voile qui recouvrait leur œuvre et qui séparait, en fait, le mur des Chinois, donc la peinture des Chinois, du mur des Byzantins. L'image des images de l'œuvre grandiose vint se refléter sur les surfaces lisses. Tout ce que le roi avait vu là-bas semblait plus beau ici, ravissant le regard. Donc, ce sont en fait les Byzantins qui gagnent la controverse pour une raison très étrange, c'est que leur mur était juste un miroir qui a reflété les images dessinées par les Chinois. Et alors, la conclusion que Rumi en tire est une conclusion d'ordre exclusivement spirituel, puisqu'il explique ensuite qu'en réalité, les Byzantins sont comme les soufis, ils sont comme les mystiques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poli le miroir de leur cœur, et dans le miroir de leur cœur, en fait, après se reflète la vérité et les réalités multiples et les beautés multiples du monde. Et donc, comme c'est un reflet dans le cœur qui est lui-même illuminé, alors ça fait un effet en fait, il y a un effet surajouté qui est l'effet de la lumière, l'effet de la représentation, du reflet.
Bon, là, c'est la leçon spirituelle que Rumi en tire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas mon propos. Ce qui m'intéresse ici, et si on peut aller à l'image suivante justement pour montrer ce surplus de lumière en fait dans la représentation, qui est aussi d'ailleurs l'idée que peut-être l'abstraction est supérieure à la représentation, ou en tout cas que l'abstraction luminescente, en fait, remplie de lumière, est disons, est l'horizon, en fait, de la représentation dans les portraits, des images, etc., de tout art pictural. Et là, on trouve, en fait, en fait, c'est un sceau salomonique, donc c'est une figure géométrique. Là, pour le coup, c'est sur papier, mais c'est une figure que l'on retrouvera aussi très souvent dans les voûtes des mosquées, mosquées aussi bien persanes que ouzbèques, qu'on trouvera la même chose au Pakistan, au Tadjikistan. En fait, dans toute l'Asie centrale et dans toute la Perse, parce que l'Asie centrale et la Perse étaient en relation évidemment très étroite, on va trouver cette sublimation de la lumière dans l'art des mosquées, dans l'art pictural abstrait. Et il y a cette idée que finalement l'abstraction, c'est le lieu où va se résorber en fait la lumière, où la lumière va se donner à voir, comme on le voit très clairement dans ce sceau salomonique qui en réalité ressemble à un soleil. Et d'ailleurs, cette figure un peu abstraite, en réalité, elle représente le soleil. Et c'est pourquoi, dans les mosquées, dans les voûtes, à l'intérieur des mosquées, donc au milieu de la voûte, vous avez très souvent une forme de représentation qui s'approche de ce qu'on voit ici. Et d'ailleurs, ça s'appelle en architecture persane, ça s'appelle un shamsé, ça veut dire un petit soleil. Donc, on voit bien qu'il y a un élément, et bien sûr, c'est au milieu de la voûte, comme si le soleil, finalement, entrait dans la voûte par cette voie-là. Mais je voudrais que vous regardiez avec plus d'attention cette image, et en particulier que vous regardiez les marges de l'image, c'est-à-dire les quatre coins, qui semblent être juste un fond doré, donc représentant bien sûr la lumière. Mais si vous le regardez d'un peu plus près, j'espère que vous le voyez sur vos écrans, parce que je n'ai pas pu faire un zoom qui soit suffisamment clair, eh bien, en réalité, il y a 4 oiseaux fabuleux qui sont fondus dans les 4 coins de cette image. Et ces 4 oiseaux fabuleux, si vous le regardez bien, en fait, ce sont ce qu'on appelle des simorgh sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, et pour vous expliquer le lien entre simorgh, qui est un oiseau solaire, un oiseau de lumière, et en même temps un oiseau multicolore, mais ici il est représenté sous sa forme de pure lumière, précisément parce que, je vous ai mis cette image parce que je voulais vous montrer comment les images chamarrées de la Chine, en voyageant vers Byzance, c'est-à-dire vers le haut lieu de l'icône qui met en valeur la lumière de l'aura, bien sûr, des saints et en particulier de Jésus, eh bien, comment en voyageant, finalement, la lumière les couleurs se recomposent en lumière. Et c'est vraiment la manière dont les Persans vont se réapproprier finalement l'héritage chinois, y compris l'héritage de l'art du portrait et de l'art finalement comment dire, de voir en fait dans le portrait quelque chose qui relève de ce que les mystiques persans appelleront la théophanie, ou la manifestation en fait de la lumière divine. Alors, dans ce cheminement, donc, maintenant, je reviens finalement à l'Asie centrale comme le lieu où s'effectue donc ce voyage d'est en ouest et d'ouest en est, et ce voyage qui va du monde des beautés multiples à finalement au monde de l'unicité. Et pour cela,
on va donc passer à l'image suivante. Enfin, c'est pas une image d'ailleurs, c'est au slide suivant, et parce que je vais vous parler en quelques mots seulement d'une œuvre absolument gigantesque, une autre œuvre absolument gigantesque, qui est celle de Ferdowsi, mort vers 1120, et surtout auteur du Livre des rois, le Shahnameh, dont le sujet est effectivement l'histoire extraordinairement tumultueuse des relations entre la Perse, ou l'Empire de Perse, ou le Royaume de Perse, plus exactement, qui se trouve en deçà de l'Oxus, et ce qu'on appelle dans le Livre des rois le Touran, c'est-à-dire grosso modo l'Asie centrale, mais vraiment ça va jusqu'à ce qu'on appelle en persan Fergana, qui se trouve aujourd'hui en Chine. Donc, mais la limite étant en fait, ce qui délimite en fait les deux mondes étant finalement le fleuve Oxus. Et donc, chez Ferdowsi, nous avons voilà, chez Ferdowsi, l'histoire commence de manière unifiée, c'est-à-dire qu'en fait, le monde est l'Iran dans le sens ancien du terme, c'est-à-dire le grand empire des Iraniens, qui s'appelait déjà l'Iran bien avant que le pays actuel qui s'appelle l'Iran s'appelle l'Iran. Donc ça englobe bien sûr le Tadjikistan, enfin, ça englobe tout le monde persanophone, mais disons qu'au temps mythique dont parle Ferdowsi, puisque son livre des rois commence avec les rois mythiques, au temps mythique, les 7 climats du monde faisaient partie en réalité de ce grand empire légendaire qui était sous la domination des rois de l'Iran, des rois mythiques de l'Iran. Et puis, à la suite d'un certain nombre d'événements plus tragiques les uns que les autres, sur lesquels je n'aurai pas le temps aujourd'hui de revenir, eh bien, il va y avoir une séparation et une inimitié tout à fait violente entre ceux qui deviendront, du coup, dans la partie légendaire du livre des rois, c'est-à-dire on a d'abord la partie mythique, puis la partie légendaire, et enfin la partie historique. En tout cas, dans la partie légendaire, qui est la partie principale du livre des rois, comme son nom l'indique, ça raconte l'histoire de tous les rois de Perse jusqu'à l'invasion arabo-islamique au 7e siècle. Donc, dans la partie légendaire, comme il va y avoir une inimitié qui sera créée, alors je suis quand même obligée de vous le dire, par le fait qu'en fait, un des très grands rois de l'Iran va diviser son royaume en 3 parties. Il y aura la partie touranienne, donc le Touran, qui est l'Asie centrale, qu'il va donner à l'un de ses fils, la partie occidentale qu'il va donner à l'autre de ses fils, et la partie centrale, l'Iran, la plus belle, bien sûr, pour les Iraniens, la plus belle partie, c'est la partie iranienne, eh bien, il va la donner à son plus jeune fils, Iraj. Mais les 2 frères aînés, étant jaloux de leur jeune frère, ils vont le décapiter parce qu'ils veulent récupérer son empire. Et ça va être le début d'une guerre fratricide, puisque les descendants de ce jeune frère décapité vont bien sûr finir par tuer leurs oncles. Enfin, le descendant va finir par tuer ses oncles et par tenter de réunifier l'empire. Ce qu'il ne parviendra pas à faire, puisque arrivera donc sur le trône du Touran, donc l'Asie centrale, un roi qui est le modèle même du mauvais roi pour les Iraniens et qui s'appelle Afrasiab. Et ça va être le début de toute une série de guerres entre l'Iran et le Touran. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Afrasiab, pour un Iranien, c'est vraiment un nom connoté ténébreux, si vous voulez. Afrasiab, pour un Iranien, c'est vraiment le roi ténébreux, le roi injuste, le roi cruel, le roi sanguinaire, qui n'aura de cesse de s'attaquer à l'Iran et qui se comportera toujours d'une manière veule, lâche et dans une forme de déshonneur. Or, quant au voyage en Ouzbékistan, comme ça m'est arrivé il y a quelques années, vraiment pour mon plus grand plaisir, parce que ça a été vraiment un enchantement pour moi d'aller voir sur place, en fait,
toutes ces villes, tous ces lieux, l'Oxus, enfin, etc. Donc, toutes ces, tous ces espaces géographiques avec cette épaisseur temporelle et cette épaisseur poétique absolument incroyable. Donc, quand on va en Ouzbékistan, tout est Afrasiab. Et Afrasiab est le nom du roi, sinon de l'Ouzbékistan, au moins de ce qui est mythiquement à l'origine de l'Ouzbékistan, c'est-à-dire au fond toute cette région qu'on appelle aujourd'hui l'Asie centrale. Et donc d'un coup, je me suis dit, tiens, je suis arrivée en terrain ennemi, mais je me rends compte que finalement, le terrain ennemi n'est pas tellement un terrain ennemi. Et que finalement, nous sommes dans le creuset d'une même civilisation. Et nous avons les mêmes références symboliques. Nous avons les mêmes références dans les mythes, en fait, qui racontent nos origines. Et surtout, nous avons les mêmes références quand il s'agit de parler d'amour. Et en effet, dans le livre des rois, ce qui est extrêmement frappant, c'est que Ferdowsi, alors le livre des rois est une grande œuvre épique qui raconte des batailles, comme on vient de voir, l'histoire des rois, l'histoire de conquête, etc. Il y a des grands chevaliers qui sont eux-mêmes des légendes à part entière, etc. Mais il y a à l'intérieur de cette grande geste épique des rois et des héros, il y a évidemment des histoires d'amour. Car un héros n'est pas un héros à part entière s'il ne connaît pas, s'il ne fait pas l'expérience de l'amour. Et pour l'instant, on n'est pas encore exactement chez la princesse de Chine, mais nous sommes néanmoins dans des histoires d'amour qui se passent entre le roi, très souvent, les très grandes histoires d'amour du Shahnameh sont des histoires d'amour qui se passent entre soit des héros, soit des princes, soit même des rois de l'Iran, avec des princesses qu'on appelle des princesses touraniennes. Et ces princesses touraniennes ressemblent à s'y méprendre à des princesses de Chine. Et j'explique maintenant ce que signifie une princesse de Chine en littérature persane. Alors, il faudrait aller, excusez-moi, parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai pas mis mes images dans le bon ordre. Donc, si ça ne vous ennuie pas, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à voilà, continuer un peu? On va y revenir après à cela. Voilà, excusez-moi, je vais revenir après. Excusez-moi, je suis obligée de vous. Celle-ci ? Non, encore un peu plus loin. Excusez-moi, oui, il faut quasiment arriver à la fin du document, quasiment. Je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. Voilà, un tout petit peu plus haut. Voilà, tout ça. Voilà. Alors, vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle, non, l'après, celle d'après, c'est la princesse de Chine en fait. Ah, c'est en décalé, pardon. Excusez-moi, hein, c'est voilà, très bien. Et donc cette princesse, c'est vraiment le canon. En fait, c'est une dame de beauté. C'est ce qu'on appelle dans la miniature persane une dame de beauté. Et vous remarquerez qu'elle correspond absolument au canon de la beauté alors persane, mais vous voyez bien qu'elle est extrêmement sinisée, cette beauté. Cette dame de beauté, elle a en particulier alors, des éléments qui vont être décrits quand on va décrire la beauté. Et je n'oublie pas que je suis dans Ferdowsi. Et Ferdowsi, quand il va nous décrire les beautés touraniennes, les femmes, au fond, d'Asie centrale, il va les décrire comme des beautés qui sont, et c'est exactement l'image que nous avons là. Et nous voyons bien déjà se dessiner sous nos yeux, à la fois dans la poésie de Ferdowsi, et puis beaucoup plus tard, parce que la tradition picturale va commencer 3-4 siècles après Ferdowsi. En tout cas, aussi bien dans la poésie en tant qu'image, en tant que productrice d'images, que dans la miniature qui va illustrer la poésie, on va voir que donc la beauté de la femme et des princesses en particulier
est une beauté de femme finalement centra-asiatique. Et c'est ce que les Persans appellent en fait la beauté chinoise. Là, on a un portrait en fait d'une princesse de Chine, parce que toutes les dames de beauté sont décrites comme plus ou moins des princesses de Chine. Alors, qu'est-ce qui nous montre d'abord que c'est une princesse? Le fait qu'elle porte une couronne, ce qui n'est pas du tout usuel, bien sûr, puisque les princesses, normalement, dans le monde persan islamisé, dans lequel ces miniatures ont été faites, il n'y a pas de souveraine régnante. Donc, normalement, ni les reines, il n'y a pas de reine déjà, donc, ce sont des femmes de roi, tout simplement. Et puis leurs filles sont des princesses, mais elles ne portent pas couronne, parce que la couronne est le signe qu'on règne, on est un souverain régnant. Alors, il me semble que ce qui est très intéressant, c'est que quand le miniaturiste nous dit que nous représente en fait la dame de beauté avec une couronne, il est en train de nous dire qu'elle est une majesté souveraine. Or, nous savons qu'en Chine, oui, quelqu'un me dit la femme me semblerait mongole, mais absolument. Mais ce que je vous dis, c'est que en fait, ce que les Persans perçoivent comme étant chinois, c'est en fait mongol. C'est ce que nous aujourd'hui en Occident nous appelons mongol. Mais voilà l'image qu'ils se font de la princesse de Chine. Et vous reconnaîtrez quand même qu'il y a des ressemblances entre la beauté chinoise et la beauté des femmes mongoles. Donc maintenant, je vais vous la décrire. Alors, comme je vous le disais, elle porte couronne. Et ça, c'est un trait des dynasties chinoises, en tout cas de certaines dynasties chinoises, qui est que les femmes pouvaient être impératrices. Elles pouvaient régner. Ça pouvait arriver. Ça, c'est pas arrivé si souvent, mais ça pouvait arriver. Qu'elles aient en fait une certaine, en tout cas un certain statut relevant vraiment du pouvoir, ce qui n'est pas du tout le cas dans le monde turco-persan islamisé. Dans le monde mongol, c'est un peu différent aussi, mais parce que précisément, c'est un monde un peu différent et qui est plus proche d'ailleurs de la Chine. La culture mongole est beaucoup plus proche à l'époque médiévale de la Chine qu'elle ne l'est de l'islam d'Arabie, par exemple. Et donc, cette beauté, elle est souveraine, mais évidemment que ça veut surtout dire qu'elle est souveraine des cœurs. Ensuite, comme vous le voyez, elle a un visage rond et luminescent. Et ce qui est très, très valorisé dans la beauté, dans la description de la beauté persane, c'est la blancheur de la peau, sachant que les Persans perçoivent ce que nous, en Occident, nous appelons la couleur jaune, ils le perçoivent comme opalescent, c'est-à-dire comme très blanc, mais d'une blancheur lumineuse. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit de la façon dont les couleurs se résorbent dans la lumière, dans ce passage finalement des représentations picturales de la Chine vers l'Occident, vers la terre du soufisme en réalité, si je devais un peu aller vite. Puisque dans la controverse que je vous ai racontée, les Byzantins, donc comme dit Rumi, sont les soufis. C'est Rumi qui le dit lui-même. Donc ce visage opalescent, évidemment, c'est un attribut de beauté, même dans des œuvres qui ne sont pas mystiques. Mais très vite, les mystiques vont se saisir de cette opalescence de la peau et du fait que le visage est parfaitement rond pour le comparer à une lune, à la perfection de la lune, de la pleine lune, et aussi, bien sûr, de dire que cette lumière relève d'une forme de manifestation théophanique, c'est-à-dire que la beauté féminine reflète en elle-même quelque chose de la lumière du divin. Ensuite, la beauté, elle a donc des yeux bridés. En persan, on dira des yeux en amande, des yeux étirés, recouverts avec au-dessus deux sourcils qui se rejoignent, mais qui sont comme deux arcs étirés. Évidemment, comme il se doit, ce sont des arcs parce qu'ils vont tirer les flèches du regard. Ensuite, l'autre attribut de beauté, c'est que la bouche doit être minuscule. Et vous voyez qu'ici, la bouche est minuscule. Et à nouveau,
ça fait partie des canons de la beauté chinoise, et bien sûr après mongole, et après donc turque et iranienne, etc., d'avoir une bouche petite, très très petite, à tel point que les poètes vous diront sa bouche était tellement belle et tellement petite qu'elle se résumait à un point. Bon, évidemment, c'est un peu excessif comme manière de s'exprimer, mais ça veut dire qu'il faut que la bouche soit petite, comme quoi les canons de beauté ont changé, parce que de nos jours, c'est plutôt l'inverse. Et puis, bon, ce qu'on ne voit pas très bien ici, puisque les cheveux sont recouverts, mais on le voit quand même sur les côtés si on regarde avec attention. Il y a les boucles de la chevelure qui sont autant de pièges dans lesquels l'amant va se perdre et qui sentent le musc, de même que le grain de beauté. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle a du côté gauche de l'image et donc sur sa joue droite, cette dame de beauté, elle a un grain de beauté. Et le grain de beauté, c'est vraiment un attribut de beauté qui d'ailleurs a voyagé du monde turco-persan vers l'Occident, qui après, au XVIIIe siècle, comme vous le savez, au XVIIe et XVIIIe siècle, c'était la folie des mouches. En fait, elle vient via l'Empire ottoman de ce canon de la beauté persan. Et pourquoi il est lié à la Chine, le grain de beauté? Parce que le grain de beauté, de même que les cheveux d'ailleurs, d'abord il est noir, et le mot noir en persan ancien se disait meshkin. Et meshkin, avec moyennant une vocalisation différente, donne moshkin. Mais dans la graphie persane, ça ne se voit pas parce qu'on n'écrit pas les voyelles brèves. Donc, on écrit M, sh, K, et on le lit moshk ou meshk. Donc, la graphie est la même. Et probablement d'ailleurs que la racine aussi est la même. Et vous l'avez peut-être déjà entendu, mais moshk, c'est le mot persan pour dire le musc. D'ailleurs, le musc en français vient en fait d'un mot arabo-persan qui est moshk. Et encore une fois, vous êtes en droit de me dire, mais quel rapport avec la Chine? Ça a un rapport tout à fait évident pour les poètes, en fait. Et ce rapport évident est que le grain de beauté est dit musqué, à la fois parce qu'il est noir, puisque le musc est une substance noire, et à la fois parce qu'il est parfumé de musc. Pourquoi? Parce que, de même qu'au XVIIe, XVIIIe, les femmes se mettaient des petits bouts de tissu pour se faire des mouches, en réalité, les femmes, dans le monde persan, évidemment, toutes les femmes n'ont pas un heureux grain de beauté exactement posé là où il doit être posé pour être un canon de beauté. Et donc, elles se mettaient du musc, mais le musc, elles se mettaient justement un tout petit grain de musc sur leur visage, et ça leur permettait d'avoir à la fois quelque chose de visuellement considéré comme relevant du canon de la beauté, et en même temps d'avoir le parfum du musc. Or, le musc, c'est une substance que l'on trouvait dans ce qu'on appelle les montagnes du Khotan, c'est-à-dire les montagnes qui sont précisément aux confins entre l'empire de Perse et l'empire de Chine. Et le musc est une substance qui a été une des substances qui a fait la fortune de la route de la soie, et qui a fait aussi la fortune de nos poètes persans, et qui a fait la fortune probablement de ceux qui allaient chasser cet animal qui donnait le musc. Donc, c'est une sorte de... C'est un cervidé, en fait, qui se trouve... Alors, en persan, on dit que c'est une gazelle. En réalité, strictement, je crois que c'est plutôt un bouquetin. Mais en tout cas, en persan, mythiquement, légendairement, on dit que c'est une gazelle parce que la gazelle, elle est associée à la beauté féminine. Et donc, on dit que le musc venait de ces montagnes chinoises, ou quasi, voilà, qui se trouvent aux frontières de la Chine, et que donc, il fallait tuer ce bouquetin, ou
encore une fois, cette sorte d'antilope ou de gazelle en persan, parce qu'on ne fait pas la distinction. Et donc, il fallait le tuer. En fait, il fallait le tuer pendant la saison des amours pour enlever la poche à musc qui se trouvait derrière l'ombilic. Et quand on enlevait cette substance, en fait, elle s'oxydait, elle devenait noire et elle était puissamment odorante pour une simple raison, c'est que ce musc est produit par cet animal au moment des amours pour attirer les femelles. Donc, c'est une substance qui était en plus réputée être hautement aphrodisiaque. Donc, ça sentait bon. C'était un parfum extrêmement prisé dans tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, en fait. Et c'est une des substances, encore une fois, qui circulait donc sur cette route de la soie pour arriver au fond, jusqu'à Venise, hein, jusqu'en Occident. Et donc, c'était une des substances luxueuses qui voyageait, en même temps, bien sûr, que la soie dont est revêtue Notre-Dame de beauté, parce que toutes les princesses, tous les princes, tous les êtres qui sont les héros, en fait, de nos aventures épiques et amoureuses, sont bien sûr revêtus de soie. Et à nouveau, quand on dit soie en persan, que ce soit les brocarts, que ce soit les soies fines, que ce soit les voiles de soie, les soies brodées, tout ce qu'on veut, ça évoque immédiatement précisément l'art de ce qu'on considère être la Chine, c'est-à-dire, évidemment, ça va de la Chine, ce qu'on appelle aujourd'hui la Chine, jusqu'en Ouzbékistan, jusqu'à la vallée du Fergana. Donc, mais à nouveau, la soie, c'est quelque chose qui est chamarré. Souvent, ce sont des soies avec des couleurs extraordinaires, avec des broderies de toutes les couleurs, avec un savoir-faire qui est fabuleux. Et ce savoir-faire se reflète dans la poésie persane. Donc, aussi bien dans la célébration du musc, qui est associée à la célébration de la beauté, que la célébration des vêtements, en fait, des soieries qui sont des signes de richesse extérieure dont sont recouvertes évidemment les princesses. Donc tout cela se reflète en fait dans cette poésie persane et se cristallise finalement autour du corps, sur le corps, autour du corps et autour du parfum de la dame de beauté, qui est donc finalement un portrait, trait pour trait, de l'idée que l'on se fait de la princesse de Chine. Et maintenant, donc, excusez-moi, on va revenir au début de notre... là où on a quitté notre diaporama, pour que je vous montre donc quelques scènes qui sont tirées. Si on peut aller dans la voilà, celle-ci. Donc ça, c'est une scène qui est une scène bachique, qui représente en même temps une cour royale avec tous les attributs. Hein. Vous avez le dôme, vous avez le roi qui est à l'intérieur, vous avez en haut les anges qui versent du vin, qui est le vin de l'inspiration spirituelle, de l'inspiration poétique, et donc en bas, vous avez les gens qui font de la musique, vous avez le kiosque dans le jardin, enfin bref, vous avez tous les attributs de ce qu'on appelle une cérémonie bachique, une cérémonie de fête royale, telle qu'elle est racontée dans le livre des rois. Et maintenant, je voudrais qu'on passe à l'image suivante pour qu'on voit une autre image, deux images de scènes bachiques. Donc, ce sont des scènes de cour. Alors, ce qui m'intéresse là, parce qu'on le voit de manière plus précise que là-haut, c'est en fait l'entourage. Si vous regardez bien, vous voyez qu'au-delà de la scène que l'on voit, enfin autour de la scène que l'on voit, c'est-à-dire le roi en train d'assister à une cérémonie de fête, etc., eh bien, nous avons en fait une tente qui est représentée. Vous avez une sorte de petite terrasse, là, une petite eivan, une petite terrasse, et au-dessus, vous avez une tente qui est représentée. Et ça, pourquoi je vous le montre? Parce que
Eh bien, l'attente, c'est le souvenir de l'attente des Mongols. Que, ensuite, en particulier les princes timourides, un peu plus tard, en Ouzbékistan, vont finalement intégrer à l'architecture sédentaire, en fait, à l'architecture urbaine héritée de la tradition persane. Et, et donc, vous voyez que, en fait, il y a à nouveau une jonction qui va se faire entre le monde mongol et le monde persan à travers comment dire, en fait, les deux cultures vont se mélanger. Et elles vont se mélanger au niveau royal. Et ça, la raison pour laquelle je vous montre cette image, c'est parce que je n'ai pas oublié que je n'ai pas fini avec notre livre des rois. C'est-à-dire que ces images nous montrent visuellement ce que le livre des rois nous montre poétiquement, c'est-à-dire qu'il y a sans cesse des voyages qui se font entre le monde persan et le monde centra-asiatique, et que dans ces allers et retours à la fois amoureux, guerriers, dans les réunions entre les rois qui se voient pour faire la paix, pour boire ensemble, etc., on a une sorte de creuset culturel qui va se former, dans lequel finalement la tradition culturelle, picturale, symbolique, métaphorique, narrative de ce monde centra-asiatique très profondément marqué par la culture chinoise va se faire donc avec le monde persan. Et alors, et on peut aller maintenant dans l'image d'après, pour que, voilà, c'est une photo que j'ai prise moi-même à Bukhara, où on voit justement un de ces... En fait, c'est un détail architectural, hein, donc, qui est un A1, qui représente donc, en fait, deux simorgh, et je reviens donc à cet oiseau fabuleux qu'est la simorgh. Et donc, on voit deux simorgh, mais pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est, si on va à l'image d'après, un détail, en fait, de ce A1. Et c'est cette Madame Soleil qu'on trouve un peu partout en Ouzbékistan et qu'on retrouve aussi un peu partout dans le sud de l'Iran, par exemple dans la ville de Yazd, qui se trouve dans le désert au sud de l'Iran. Donc, on voit quand même que la même image a voyagé et qu'à Bukhara, vous avez la même représentation du visage plein et blanc, rond, parfaitement rond, de la femme comme beauté idéale, qui est ici non plus la lune, non plus la pleine lune, mais le soleil lui-même. Donc, on revoit à nouveau comment, dans l'art centra-asiatique, et en particulier en Ouzbékistan, donc cette beauté sinisée, finalement, elle va s'intégrer à l'image que l'on se fait, finalement, que se faisaient les Zoroastriens de la manifestation de la lumière dans ce monde, c'est-à-dire le soleil lui-même. Donc, on a en plus donc une jonction qui se fait entre des thèmes zoroastriens et les thèmes chinois. Et le lieu à nouveau, de cette jonction, c'est l'espace persan, précisément. Et si on va à l'image d'après, je vais aussi vous montrer un autre élément de jonction, et puis après, je vais revenir à notre histoire de princesse de Chine. Et donc, ici, on a représenté, alors, je vous ai parlé du zoroastrisme, je vous ai parlé des Mongols, je vous ai parlé de la culture chinoise. Tout ça, d'ailleurs, relève de traditions religieuses différentes. Et là, on voit que, à partir de l'islamisation de l'Iran et ensuite de l'Asie centrale, on a en plus un élément, l'élément islamique qui va s'ajouter finalement à cette mosaïque, je dirais, culturelle ou picturale, ou en tout cas idéalisée, que j'évoque depuis le début de cette intervention.
Alors, c'est quoi? C'est que là, vous avez une représentation de l'ascension du prophète Mohammed, qui est une légende mystique relevant voilà, qui est inspirée du Coran, etc. Bon, ce n'est pas notre sujet ici. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ce prophète de l'islam, dont l'ascension est racontée par tous nos poètes persans au début de leurs grandes œuvres narratives, qui est une ascension finalement qui monte vers la lumière et au-delà des 7 cieux, qui sont les cieux dans lesquels il y a des formes encore et des couleurs, vers le trône divin sur lequel finalement, donc vers lequel, devant lequel le prophète Mohammed va arriver, et il va voir en réalité la lumière divine manifestée dans sa forme de majesté royale, etc., sur un trône. Mais pour ça, il va remonter finalement du monde des formes vers le monde de la transcendance, de la lumière transcendante plutôt. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ce prophète Mohammed, d'abord, il est entouré d'une sorte d'auréole dorée qui ressemble à nos icônes de Byzance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en même temps, dans sa traversée, bien sûr, comme il va traverser les cieux, il va traverser des nuages. Et les nuages qu'il va traverser sont représentés par les miniaturistes persans, je vous le donne en mille, sous une forme qui est hautement chinoise. Ça, ce sont des nuages directement inspirés de la peinture chinoise. Ce sont des nuages tels que les dessinent les Chinois depuis de longs siècles avant que les miniaturistes persans, par exemple ici au XIVe siècle, se saisissent finalement de ce code pictural. Parce que vous reconnaîtrez que ce n'est pas très réaliste comme façon de représenter les nuages. Et si on va à l'image d'après, on va voir que non seulement ils prennent le code esthétique du nuage dans la peinture chinoise, mais en plus, ils la réintègrent à leur propre représentation idéale de la lumière. Du coup, tous ces nuages chinois qui ressemblent presque à des corps de dragons, ici, sont recouverts en fait d'or en fait. Donc il y a vraiment, c'est vraiment des dorures qui sont faites sur un fond de lapis-lazuli qui représente le ciel. Et donc, voilà, ces nuages sont à nouveau inspirés dans leur forme par la tradition chinoise, mais nimbés de cette lumière archangélique que va leur donner la tradition persane, doublement inspirée par le zoroastrisme et par la spiritualité islamique. Donc, vous voyez quand même, il y a énormément de choses qui ont circulé, en fait, qui ont circulé de la Chine jusque dans l'Empire ottoman, à travers ce que les marchands avaient apporté, à travers voilà, toute cette circulation qui est peut-être la plus passionnante et qui est la circulation des codes esthétiques, la circulation de l'idée que l'on se fait de la beauté. Et maintenant, donc, et alors, ces corps, j'allais dire ces corps, comme je vous l'ai dit, ces nuages, ils ont quelque chose qui rappelle étrangement des corps de dragon, sachant que l'équivalent en fait du dragon chinois en culture persane, c'est précisément la simurgh. Et c'est notre image d'après. Donc, on va commencer une esquisse de la simurgh, qui est un oiseau mythique qui se trouve dans l'Avesta, mais qui est très étrange dans l'Avesta, puisque c'est à la fois un oiseau multicolore, qui contient toutes les couleurs imaginables, mais c'est en même temps un oiseau solaire, et c'est un oiseau lumière. C'est un oiseau en même temps qui est une matrice pour tout le vivant, en fait, c'est la matrice du vivant, et c'est un oiseau duquel proviennent en fait les eaux fécondantes du monde. C'est en même temps un oiseau prédateur, un oiseau qui peut être inquiétant, un oiseau qui est, nous dit Hathor dans le Cantique des oiseaux, qui est en fait apparu en Chine et dans la nuit. Et lorsque cet oiseau s'est manifesté,
donc la simorghe elle a laissé choir une plume, et on peut aller à l'image suivante, et à partir de cette plume, c'est l'ensemble des formes et des couleurs du monde qui sont apparues. Et là, on a une simorghe avec la montagne cosmique, qui est en fait la montagne de la création. Et c'est de cette simorghe que proviennent toutes les âmes humaines, d'ailleurs, aussi, qui sont représentées par les oiseaux, qui est à la droite de l'image, mais aussi la totalité des végétaux, des minéraux, des animaux, etc. Donc la simorghe est à l'origine de la beauté du monde. Et à nouveau, je vous le rappelle, Hathor nous dit, dans le Cantique des oiseaux, qu'elle est apparue en Chine. Et c'est tout à fait normal, puisque la simorghe, c'est la majesté souveraine du monde, c'est celle que d'ailleurs que tous les oiseaux les oiseaux vont partir à la quête de cette majesté souveraine dans le Cantique des oiseaux, c'est toute l'histoire que raconte le Cantique des oiseaux de Attar, poète du XIIe, XIIIe siècle, qui précède Rumi, d'une génération. Donc, cet oiseau simorghe va apparaître en Chine, et c'est très intéressant, et dans la nuit. Donc, étrangement, la Chine, c'est à la fois le lieu où le soleil se lève, parce que c'est l'extrême orient, donc c'est normal que la simorghe, oiseau solaire, apparaisse en orient, mais c'est aussi la terre de la nuit, d'où son assimilation aussi à la Dame de Beauté, puisque la Dame de Beauté, c'est une lune opalescente, une pleine lune opalescente, ou un soleil qui se lève dans la nuit de la chevelure noire et musquée. Et vous voyez comment toutes ces images, toute cette synesthésie des images renvoie sans cesse à la Chine rêvée originelle. Et donc, si on va à l'image d'après, on va voir une simorghe, donc la même image, mais avec un focus sur la simorghe elle-même, et qui nous montre bien que la simorghe est un être ambivalent, puisque en même temps qu'elle est matrice de toutes les formes créées et de tous les oiseaux du monde, etc., en même temps, elle a un bec véritablement de prédateur. C'est un oiseau prédateur, c'est un oiseau dangereux, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense absolument que c'est une figure féminine. Il y a eu une discussion là-dessus, parce qu'en persan, on n'a pas de genre. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on peut dire que c'est une figure féminine, c'est parce qu'elle en a à la fois le côté matrician, le côté matriciel, le côté nourricier, et en même temps, le côté légèrement inquiétant. Légèrement ou moins légèrement, on peut passer à l'image d'après, puisque cette simorghe, qui est en fait une impératrice de Chine, en quelque sorte, puisque son astre se lève en fait en Chine, eh bien, elle est, comme vous le voyez ici, doublement ambivalente, puisque là, c'est une illustration d'une histoire du livre des rois, dans lesquelles un enfant, donc le bébé Zol, est abandonné par son père dans la montagne parce qu'il est né albinos. Et comme son père a un peu honte, a un peu peur que les gens, du qu'en dira-t-on en fait, qu'il ait un enfant albinos, parce que ça paraît quelque chose de très monstrueux, etc. Donc il va l'abandonner, alors même que cette chevelure est dite, est décrite par Ferdowsi, donc le poète, comme étant le signe de son élection, puisque la chevelure blanche est en fait une sorte de chevelure de lumière, elle est une sorte d'aura de gloire. Et on retrouve notre aura de tout à l'heure. Et donc le bébé Zol est abandonné, et on le laisse pour qu'il meure, en fait, dans la montagne, parce qu'on ne peut pas quand même tuer l'enfant d'un roi. Et à ce moment-là arrive une simorghe, donc c'est un oiseau mythique, bien sûr, mais donc elle apparaît dans le cours du récit. Et la simorghe, elle vient pour attraper ce bébé comme proie, pour le donner à manger à ses enfants, mais quand elle le voit comme ça, fragile, abandonné, tout nu au milieu de la montagne, son cœur de mère s'émeut. Et donc, d'oiseau de proie, qui chasse pour nourrir ses petits, elle redevient une mère aimante. Et donc, elle prend le bébé Zol, elle l'emmène dans son nid, et elle va lui apporter en fait des proies pour le nourrir. Et elle va lui apprendre le langage des oiseaux. Et elle va l'élever comme cela, comme son propre enfant,
Jusqu'au moment où finalement, bon, le père de Zol fait un rêve, il revient chercher son enfant, et la Simurgh dit à Zol, maintenant il faut que tu retournes chez les hommes, mais ne t'inquiète pas, car je serai toujours là si tu as besoin de moi. Donc elle lui donne une de ses plumes, elle lui dit, à chaque fois que tu auras besoin de moi, il suffira que tu brûles un petit bout de ma plume, et je réapparaîtrai. Et plusieurs fois dans le récit, Simurgh va réapparaître de manière un peu miraculeuse pour sauver l'enfant qui naîtra de Zol et qui deviendra le héros le plus important de tout le livre des rois, un héros qui s'appelle Rostam. C'est pas notre propos ici, mais la seule chose, ce que je voulais dire, c'est que donc la Simurgh est une figure qui vient à la rescousse. C'est une figure qui est aussi un médecin, c'est-à-dire qu'elle va être appelée parfois pour penser, pour donner un baume magique qui va sauver Rostam à un moment où il est blessé, où il est mourant. Mais même avant cela, lorsque la mère de Rostam est enceinte de lui, il est tellement énorme qu'elle ne peut pas accoucher, et donc la Simurgh va intervenir, et elle va montrer à Zol comment il faut opérer alors nous on dit une césarienne, mais en fait c'est une rostamienne, si je puis dire, puisqu'elle elle va lui apprendre comment il faut ouvrir le ventre de la mère pour sortir l'enfant, et ensuite quel baume il faut mettre sur le ventre de la mère pour que la blessure soit réparée. Tout cela ajoute en fait aux échos sinisés de notre Simurgh. Donc, donc, je vous ai déjà dit, c'est à la fois un être lumineux, c'est un être coloré, c'est un être qui est une sorte de majesté souveraine, comme l'impératrice de Chine, c'est un être de beauté, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais Hathor, dans le Cantique des oiseaux, nous décrit la Simurgh comme la beauté indépassable, la beauté inimaginable, tellement elle est sublime. Donc elle a tous les attributs finalement de la fameuse princesse à laquelle je vais arriver, ne vous inquiétez pas. Et elle a en plus un autre attribut qui est associé aux choses chinoises, qui est qu'elle a le don de soigner, de guérir. Donc, il y a cette idée que la Chine était détentrice d'une médecine extrêmement avancée à cette époque médiévale. Alors ça, c'est une chose qui n'a pas du tout été étudiée et qui mériterait vraiment de l'être, hein, parce que même quand on étudie, par exemple, Avicenne, qui est né à Bukhara, donc en pleine Asie centrale, donc aujourd'hui en Ouzbékistan, eh bien Avicenne, qui va devenir le grand médecin que l'on sait, qui va inspirer ensuite toute la médecine médiévale occidentale, jamais on ne nous dit qu'il est inspiré de choses, qu'il aurait subi de près ou de loin une influence chinoise. Or, à Bukhara, on n'est quand même pas loin. Et c'est quand même frappant que Avicenne ait écrit, par exemple, un traité du pouls. Jusque-là, la connaissance des multiples poux et de la manière de déterminer les maladies, etc., à travers le pouls, c'est quand même l'apanage des Chinois. Alors, je suis très étonnée que ces choses n'aient pas été étudiées. Bon, je vous les donne comme je les ressens. Mais là, pour le coup, je n'ai pas de preuves à vous donner autre que cette impression que quand même, il y a beaucoup de choses qui relèvent en fait d'une idéalisation de la culture chinoise au sein même de la culture persane. Alors, donc, notre Simurgh est dite donc majesté souveraine, est dite beauté souveraine, et elle est, dans le cours du récit alors cette fois-ci pas de Ferdowsi, mais de Hathor, associée finalement à la figure des princesses, des dames de beauté, qui sont des princesses dont régulièrement un certain nombre des princesses d'ailleurs d'Orient ou d'Occident, dont un certain nombre de héros, qu'ils soient princes ou pas d'ailleurs, parfois c'est de vulgaires manants qui tombent amoureux de la princesse, donc ils vont tomber amoureux de la princesse, et il y a quelque chose
de ressemblant entre la cruauté des princesses de Chine en littérature persane et cette légère dimension inquiétante, voire cruelle, prédatrice qu'il y a dans le personnage de Seymour. Alors là aussi, il y a un point qui est à faire, qui est que dès la naissance de la littérature persane et donc de la littérature amoureuse en langue persane, vers la fin du 9e, début du 10e siècle de notre ère, la figure de la... Je regarde quand même l'heure un peu. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore, mais la figure... Pardon ? Vous avez le temps, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc la figure de la beauté, de l'aimer, de l'être aimé, est toujours associée alors évidemment à la beauté absolue, etc., à un rêve, à un désir d'union, bien sûr, avec cet être, mais néanmoins, l'aimer est toujours un peu cruel. L'aimer fait souffrir l'amant. C'est dans le programme de sa situation. C'est normal. Et quand on vous décrit une beauté, on vous la décrit en général cruelle. Elle ne se donne pas si facilement, elle cache son visage, elle s'éloigne, elle chasse l'amant, elle lui fait subir toutes sortes d'épreuves, etc. Et donc, ça a donné lieu donc à toute une série de thèmes narratifs que l'on retrouve dans telle ou telle histoire, attribués ou pas à la princesse de Chine, mais en tout cas attribués en général à une princesse qui est d'Orient, parfois sans précision que c'est la Chine ou pas la Chine. Et en particulier, chez un certain nombre de poètes, on raconte l'histoire d'une princesse qui avait énormément de prétendants, qui mouraient tous d'amour pour elle et que son père avait laissé libre de choisir le prétendant qu'elle voudrait. Or, cette princesse ne voulait pas se marier. Elle trouvait que tous les prétendants... Alors, j'ai l'impression que vous ne me voyez pas très bien parce qu'il y a trop de lumière, c'est ça ? Je reçois un message. Oui, effectivement, vous avez la fin du jour qui est dans votre visage. Qui vient sur le visage. Bon, alors je vais peut-être mettre quand même quelque chose parce que c'est gênant, non, pour la vision. Je vais peut-être mettre quelque chose qui protège. Un instant. C'était très poétiquement, vous l'avez très poétique, je ne sais pas qui me l'a signalé, mais c'était très poétiquement signalé. Donc, je vous remercie pour ce trait de poésie. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, c'est ça. Alors, donc, cette princesse, elle ne veut pas se marier. En tout cas, elle ne veut pas se donner si facilement. Et donc, quand son père lui dit que c'est à elle de choisir, elle décide d'aller se mettre dans une forteresse. Et elle entoure cette forteresse de toute une série d'armements, disons, particuliers ou de pièges particuliers dans lesquels, qui empêchent en fait toute personne qui voudrait venir se joindre à elle d'y arriver en fait. Et donc, ce sont des pièges extrêmement sophistiqués qui font que tous les gens qui veulent s'y essayer, en fait, ils meurent. Ils meurent décapités, empalés, etc., parce que ce sont des pièges, en fait. Et bon, évidemment, c'est d'une cruauté sans nom de faire ça, surtout que elle va faire son portrait et elle va envoyer son portrait à travers le monde pour que chacun puisse savoir exactement qui elle est. Et le problème, c'est que, évidemment, tous ceux qui vont voir le portrait vont tomber raides amoureux d'elle et ils vont aller directement dans la forteresse pour conquérir la belle. Chacun se disant qu'il va bien y arriver. Et chacun, bien sûr, mourant
jusqu'au moment où c'est un prince très particulier qui fait tout un travail sur lui de purification de son intention, etc. Et finalement, il va réussir à traverser toutes ces épreuves et arriver à la princesse, à la princesse d'Orient ou cette princesse de Chine, dans certaines versions, ça dépend. Et donc, elle va finir par l'épouser puisqu'il aura traversé un certain nombre d'épreuves. Et pourquoi je vous raconte cette histoire un peu rapidement? Parce que peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes amateurs d'opéra, vous aurez reconnu le thème d'un opéra très célèbre, qui est l'opéra qui s'appelle Turandot. Et Turandot, en fait, c'est la version italianisée de Turandot, la fille du Turan. Et vous vous souvenez que donc le Turan, c'est grosso modo l'Asie centrale, plutôt côté Chine. Et donc vous voyez comment même ce mythe de la princesse cruelle, belle dans sa forteresse, etc., qui est belle comme un soleil, etc., donc c'est normal qu'elle soit en Extrême-Orient. Et dans Turandot, elle est chinoise. Hein. C'est vraiment une histoire, c'est une chinoiserie, si je puis dire, l'opéra. Et donc, avec la mode des chinoiseries qu'il y avait à l'époque, etc. Et donc, vous voyez comment ce thème, en passant par tout le creuset turco-iranien, va se transmettre à l'Occident et va donner cette image de la princesse de Chine qui est belle à rendre fous les amants, en même temps cruelle, et qu'on ne peut atteindre qu'au prix d'un travail sur soi en réalité, d'un travail de purification. Et on imagine comment donc une histoire qui est juste une légende va finir par être travaillée par les auteurs mystiques pour devenir, pour se charger en fait de toute une symbolique de la finalement de toute une symbolique de ce que c'est que de tomber amoureux du divin à travers son portrait, c'est-à-dire au fond les formes dans ce monde, et à travers ce portrait, donc tomber amoureux du divin, mais pour arriver à l'original, il faut en fait renoncer aux formes du monde. Donc, il faut renoncer à ses désirs sensuels, à ses attachements, etc. Et c'est cela qui fait qu'on devient digne et qu'après, on peut arriver à la forteresse sans se faire assassiner en chemin en réalité, par ses propres passions et par ses propres projections et par ses propres fantasmes. Donc, vous voyez comment comment l'idée, le thème de la princesse de Chine, cet idéal de la beauté, finalement véhicule en réalité à la fois tout le voyage de toute une culture et le mélange en fait de toutes ces cultures dans le creuset de la poésie persane, et en même temps comment un thème qui était un thème qui chantait finalement la beauté idéale dans les formes de ce monde, dans le corps d'une femme réelle, eh bien comment cette femme réelle mais idéalisée, en tout cas dans les formes de la beauté avec des couleurs, avec des formes, etc., eh bien elle va devenir le symbole de quelque chose de profondément et profondément et intensément spirituel. Et à nouveau, vous comprenez pourquoi je suis partie du coup de ma controverse entre les Chinois et les Byzantins. Et je peux vous dire à ce stade de notre propos qu'en réalité, Rumi, au XIIIe siècle, il raconte cette histoire en inversant le propos. Parce que l'histoire, elle existe chez d'autres poètes. Je ne vais pas insister sur qui, parce que je ne vais pas compliquer encore notre histoire, mais en tout cas, elle existe chez d'autres très grands poètes, dans laquelle Rumi a lu l'histoire, mais chez ces grands poètes qui le précèdent et qui sont des poètes dits profanes, c'est-à-dire dont la préoccupation n'est pas mystique, n'est pas de remonter des formes de la beauté vers la beauté du divin, eh bien, chez ces poètes, chez ces autres poètes,
ce sont les Chinois qui gagnent. Parce que c'est l'art pour l'art qui gagne. Et il me semble que cette histoire, en cheminant jusqu'à finalement en cheminant de la Chine jusqu'à la mystique persane, en réalité, donc on est passé d'une notion de l'art pour l'art ou de la beauté pour la beauté vers une notion de l'art comme moyen de faire le cheminement vers la forteresse, c'est-à-dire vers l'original qui est représenté dans les portraits de la princesse de Chine. Ces portraits, fussent-ils poétiques, donc des descriptions par les poètes, ou vraiment picturaux, donc représentés à travers les miniatures ou la peinture chinoise elle-même, la vraie, réelle peinture chinoise, et non pas la peinture persane inspirée de la Chine. Donc, maintenant, on peut revenir à notre dame de beauté et peut-être rester un instant sur cette dame de beauté, parce que si j'ai un petit peu de temps encore, je vais vous raconter une autre histoire qui date du XIVe siècle. Donc, c'est la génération qui suit celle de Rumi. De Rumi est mort en 1273, donc à la fin du XIIIe siècle. Et l'histoire que je vais vous raconter, elle est d'un poète qui s'appelle Khoju de Shiraz. Et c'est un des poètes les moins connus de Shiraz parce qu'il a eu la malchance de naître au même siècle que le grand Hafez. Et du coup, Hafez a éclipsé tous les autres. Mais ce Khoju était aussi un poète mystique. Et il a vécu au début du XIVe siècle et il a composé lui aussi un masnavi. Alors, le masnavi de Rumi, un masnavi, ça veut dire un long roman en vers. Donc, il a composé un long roman en vers, une œuvre poétique en vers, dans laquelle il raconte, qui s'appelle l'histoire de Homoy et Homoyun. J'aurais dû vous l'écrire, celui-là, j'ai oublié de vous l'écrire, mais c'est pas grave. Donc, c'est l'histoire de Homoy et Homoyun. Et que raconte cette histoire? Je ne vais pas vous entrer dans tous les détails, mais je vais vous en donner quand même quelques-uns qui m'intéressent ici. C'est l'histoire de Homoy, qui est donc un prince dont le père est le souverain du pays de Cham. Alors, le pays de Cham, aujourd'hui, c'est la Syrie. Aujourd'hui, elle est tristement célèbre parce qu'elle entre dans le nom de Isis, vous voyez. Donc, je ne vais même pas le mentionner. Mais en fait, Cham, disons que c'est encore au-delà de Byzance, si vous voulez, c'est l'Occident. Et Cham, en arabe, veut dire en fait la nuit. Donc, Cham, c'est le pays d'Occident. Et donc, ce Homoy, il est le fils, le prince du pays d'Occident. Et un jour, il va à la chasse et pendant qu'il est à la chasse, alors ça c'est aussi un thème récurrent en littérature persane, le prince qui part à la chasse et puis il va lui arriver des aventures tout à fait inattendues pendant qu'il part à la chasse. Donc un jour il va à la chasse et en poursuivant une onagre qu'il n'arrive pas à attraper, il se retrouve dans un jardin absolument fabuleux, splendide, paradisiaque. Et dans ce jardin, il rencontre un être qui est une fée. En tout cas, elle s'appelle Pari, ça veut dire une péri, une fée. Et cette fée l'emmène dans un château, dans un sublime château dans lequel il va passer la nuit. Et elle va lui montrer, à l'intérieur de ce château, un portrait. Et ce portrait, nous dit le texte, c'est le portrait du Gafrour de Chine. Gafrour de Chine, ça veut dire de l'empereur de Chine. Donc, c'est la princesse de Chine. Et en voyant ce portrait, il en tombe absolument amoureux. Bon, comme il se doit, maintenant vous avez compris, c'est le thème. Quand on voit le portrait de la princesse de Chine, normalement, on tombe amoureux. Il tombe fou amoureux. Et le lendemain, quand il se réveille, la forteresse, le jardin, tout a disparu. Il se retrouve au milieu d'une plaine où il était venu chasser.
Et il décide, au lieu de rentrer chez lui, ce que normalement il aurait dû faire, puisque son père évidemment, et sa mère vont beaucoup s'inquiéter, mais il décide qu'il va couper en fait avec son père et sa mère, et qu'il doit absolument, puisqu'on lui a dit que c'était le portrait de la princesse de Chine, et qu'il doit aller se diriger vers l'extrême Orient pour arriver à trouver l'original de la princesse de Chine. Alors, je vous passe les détails de toutes ces aventures, toutes les vicissitudes qu'il va rencontrer en chemin, qui sont évidemment toutes très intéressantes et qui mériteraient d'être étudiées. J'espère bien le faire un jour et j'espère bien un jour donner une traduction de cette œuvre parce que c'est vraiment très, 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 très intéressant. Bref, après bien des aventures et bien des vicissitudes, il va finir par rencontrer donc cette princesse de Chine qui s'appelle Homoyun. Donc, elle a juste une syllabe de plus que son nom à lui. Lui, c'est Homoy et elle, c'est Homoyun. Donc, elle est son double, en fait. Elle est son double augmenté, entre guillemets, si je puis dire. Parce qu'il est un prince très beau, etc. Il a toutes les vertus, mais elle est cela au féminin et donc en mieux. Mais il y a quelques épisodes dans lesquels elle va lui battre froid, dans lequel elle va le rejeter. Après l'avoir accueilli, etc., elle va le rejeter, elle va lui faire subir un certain nombre d'épreuves, dont une est une lutte qu'elle va mener avec lui, c'est-à-dire qu'elle va se déguiser en soldat, elle va aller le défier en combat singulier, ils vont se battre en combat singulier, là aussi c'est très beau, et évidemment la poétique atteint ici des sommets d'érotisme, puisque ce combat ce corps à corps finalement entre deux guerriers, en réalité c'est un corps à corps entre deux amants, mais c'est présenté comme une guerre. Et à nouveau, je vous rappelle que nous sommes partis de Ferdowsi, contexte dans lequel les Iraniens et les Touraniens se font la guerre, mais où les Iraniens et les Touraniennes se font l'amour. Donc ils tombent amoureux l'un de l'autre, c'est-à-dire ils tombent amoureux de l'ennemi. Et c'est exactement la même chose qui est figurée là. Et ce qui est très intéressant, c'est de dire, au fond, l'ennemi, c'est un autre moi-même. Donc, ce n'est pas vraiment mon ennemi. Quand je me bats avec mon ennemi, en réalité, je me bats avec moi-même. Et qu'il y a quelque chose dans le combat du corps à corps avec l'autre qui est une façon de devenir l'autre, de s'intégrer l'autre, que l'autre devienne vous et que vous deveniez l'autre. Et c'est aussi ça qui est reflété dans leurs prénoms, Homoy et Homoyun, qui sont deux noms absolument persans. Hein. C'est vraiment très étrange que la princesse de Chine s'appelle Homoyun, parce que c'est un nom parfaitement persan, et en plus c'est un nom de roi en persan. C'est même pas un nom de princesse, c'est même pas un nom de fille, normalement. Donc on voit bien qu'il y a tous ces jeux de double. Alors il y en a d'autres aussi dans l'histoire sur lesquels je ne vais pas insister, mais là où je veux en venir, c'est que la Chine, c'est l'altérité absolue, mais qui est en même temps le plus proche. Et ça se voit dans la façon dont notre poète Raju les fait se battre et s'aimer et se refléter l'un l'autre. Et finalement, bon, après cette bataille, il finit par obtenir le droit de la voir. Et puis finalement, à un moment, il fait quelque chose qui ne plaît pas à son père. Donc c'est son père qui va refuser, qui va emprisonner, en fait, qui va vouloir emprisonner Homoy, qui va lui refuser la main de sa fille. Et puis après, il y aura des tas de tribulations à nouveau, des combats contre le père, qui est donc l'empereur de Chine, pour finir par la sauver des griffes de son père, en réalité, et l'épouser après la mort du père, ce qui est encore une autre histoire intéressante. Hein, finalement, la fille finit par épouser l'homme qui a tué son père. Là, ça pourrait s'analyser presque psychanalytiquement, mais ce n'est pas notre sujet. Et donc, finalement, il va mettre sur le trône quelqu'un d'autre qui épouse la sœur de Homoyun, qu'importe. Sur le trône de Chine, donc, il va laisser quelqu'un d'autre, et lui-même, il va rentrer avec sa femme chinoise, donc sa princesse chinoise, il va rentrer au pays de Shang, donc il va à nouveau refaire notre route de la soie, et retourner au pays d'Occident où son père est mort et où lui-même, il va monter sur le trône et où il va régner, nous dit le texte, avec la princesse de Chine, avec son alter ego, avec son double féminin. Et à nouveau,
Bien sûr, ce n'est pas du tout historique. On n'a jamais vu quelqu'un partager le pouvoir en Syrie, ça s'est jamais vu, un sultan ou un roi qui partage le pouvoir avec une princesse de Chine. Il s'agit bien sûr du monde de la dimension poétique dans laquelle tout cela est possible. Et nous pouvons passer maintenant à la dernière image. Est-ce que j'ai le temps de vous raconter? Oui, peut-être en quelques minutes, j'ai peut-être le temps de vous raconter la dernière histoire, qui est en fait la dernière histoire du Masnavi de Rumi. Donc, ça va nous faire revenir à notre début, à notre point de commencement. Comme je vous ai dit, on fait tout le temps des allers-retours, y compris dans les œuvres. Et donc, si on peut aller à la dernière image, c'est une autre image encore de la Dame de Beauté, peut-être la plus belle, dans laquelle la Dame de Beauté est vraiment représentée comme la lumière du ciel et de la terre, puisque cette femme sinisée, cette femme souveraine, qui a non seulement une couronne, mais aussi le mouchoir, qui est le mouchoir, qui est le signe du pouvoir royal qu'elle tient. Quand on tient un mouchoir dans la main, dans la miniature persane, ça veut dire qu'on est détenteur du pouvoir royal, comme c'était d'ailleurs le cas aussi pour les empereurs romains, comme vous le savez. Donc, elle est représentée dans ce qu'on appelle une niche de lumière ou le mihrab, détail architectural des mosquées qui indique la direction de la Mecque, donc la direction vers laquelle il faut se prosterner dans la prière musulmane, la direction de la demeure de Dieu, de la demeure des lumières archangéliques, donc de la demeure divine. Évidemment, vous ne trouverez jamais ce genre d'image dans une mosquée, mais dans les livres, dans les miniatures, vous le trouverez. Et ce mihrab, en général, il représente aussi, de manière très stylisée, la lumière. Soit il y a une lampe qui est dedans, une vraie lampe, soit on représente un feu, soit autour on met le verset de la lumière. Le verset de la lumière, c'est le verset 35 de la sourate 24 du Coran, qui commence ainsi: Dieu est la lumière du ciel et de la terre. Et voilà, Dieu, il est comme une lampe qui est dans une niche, etc. Donc, cette lampe est allumée avec une huile qui provient d'un arbre béni, qui est l'arbre de l'olivier, etc. Et cet arbre, c'est un olivier qui est ni d'Orient ni d'Occident, nous dit le texte. Intéressant. Qui est ni d'Orient ni d'Occident, parce que la lumière, finalement, elle est ni d'Orient ni d'Occident. Elle est au point de jonction de l'Orient et de l'Occident. Et le verset se termine en disant et Dieu crée des paraboles pour les hommes. Donc Dieu guide vers la lumière qui il veut, et Dieu crée des paraboles pour les hommes. Et les paraboles, finalement, c'est ce que sont toutes les histoires que je vous ai racontées, toutes les images, aussi toutes ces miniatures qui sont symboles. En fait, un symbole, ça raconte quelque chose. Un symbole, ça relève de la parabole. De même que la narration, de même que le conte, de même que tous ces récits de quête de la princesse de Chine, en réalité, sont des paraboles de notre situation dans ce monde. Et c'est exactement ce que raconte la dernière histoire du Masnavi. Et c'est donc l'histoire de 3 princes qui disent un jour à leur père qu'ils veulent aller faire le tour du monde. Ce sont des princes d'Occident, à nouveau, qui sont au pays d'Occident. Et ils disent à leur père, voilà, nous, on veut aller faire le tour de ton royaume. Et le père leur dit, bien sûr, vous pouvez aller, c'est très bien pour la jeunesse de voyager, mais vous pouvez aller partout, sauf en une certaine forteresse où il vous est interdit de vous rendre. On retrouve donc des thèmes qu'on a déjà vus. Et les princes disent au revoir à leur père, ils promettent qu'ils n'iront pas dans la forteresse, et dès qu'ils ont quitté le palais royal, le palais paternel, bien sûr qu'ensemble ils discutent et ils disent, où est-ce qu'on va aller? Évidemment, on va aller à la forteresse interdite. Comme chacun sait, puisque c'est interdit, c'est précisément là qu'il faut aller. Ils y vont, et là, dans la forteresse, nous dit le texte,
s'appelle la forteresse de l'essence au-delà des formes. On retrouve des thématiques dont je vous ai déjà parlé. Donc, l'essence au-delà des formes, c'est aussi une des définitions qui est donnée en fait de la Simorgh dans le Cantique des oiseaux. Et cette forteresse au-delà des formes, elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire perdre la raison et les ravir à eux-mêmes. Et donc, les princes arrivent dans cette forteresse de l'essence au-delà des formes et ils y pénètrent nuitamment. Ils y arrivent la nuit, comme par hasard, et ils pénètrent dans cette forteresse en plein milieu de la nuit. Cette forteresse, elle a 10 portes. Elle est ornée de décorations magnifiques qui émerveillent les princes. Mais surtout, ils y découvrent le portrait d'une jeune fille qu'ils identifient comme étant, maintenant vous pourriez faire la conférence à ma place, qu'ils identifient comme étant, bien sûr, le portrait de la fille de l'empereur de Chine, dont la beauté éblouit les princes, les remplit d'amour, au point qu'ils oublient totalement qu'ils voulaient faire un voyage et qu'après ce voyage, ils étaient censés retourner auprès de leur père. Comme pour Homoï, ils oublient absolument leurs attaches, leur père, leur pays d'origine, etc. Et ils décident de partir donc vers la Chine. Ayant appris que la princesse est gardée recluse par son père dans une tour, ils se dirigent donc vers cette forteresse. Ils arrivent devant la forteresse, mais c'est une forteresse, donc par définition, ils ne peuvent pas entrer. Et ils décident donc de s'asseoir et d'en faire en quelque sorte le siège. Ils attendent, voilà, longtemps, très longtemps. Ils attendent devant la forteresse et au bout de quelque temps, n'y tenant plus, l'aîné des princes se précipite chez l'empereur sans écouter les conseils de ses frères qui lui disent « Mais si tu fais ça, tu vas mourir ». En fait, il ne meurt pas. Le roi le traite avec tendresse, comme d'ailleurs le père de Homoyoun avait traité au début Homoy avec tendresse. Mais le prince, qui est complètement embrasé d'amour, parce qu'il a pénétré dans la forteresse et donc il a vu l'original, en fait, cette vision de l'original, il l'a faite trop tôt. Il l'a eue trop tôt, malgré la tendresse du roi. Et du coup, en fait, il brûle. Littéralement, il se consume et il meurt. Au bout de quelque temps, c'est donc comme il meurt, bien sûr, il y a ses funérailles et à ce moment-là, le deuxième fils, le deuxième prince, décide d'assister aux funérailles de son frère, malgré les conseils de son troisième frère qui lui dit non, on n'y va pas, c'est dangereux, tu peux pas de ton propre chef y aller. Il y va quand même. À nouveau, le roi le prend dans sa tendresse, mais il est pris d'orgueil. Donc le jeune prince, le deuxième prince, il est pris d'orgueil. Il pense que ça y est, comme le roi l'a traité avec tendresse, alors il va pouvoir se marier avec la princesse de Chine. Mais comme, à nouveau, il veut trop précipiter les choses et qu'il est trop orgueilleux, le roi, malgré toute la tendresse qu'il a pour lui, le tue en lui lançant une flèche dans la gorge. Je ne reviendrai pas sur cette image qui nécessiterait une petite demi-heure d'explication, donc ce sera pour une autre fois. Et enfin, nous dit le texte, donc, quant au dernier frère, nous dit Rumi, il était le moins actif des trois. On peut traduire aussi, il était le plus passif des trois. Et c'est donc lui qui emporte à tout la forme et le sens. Et l'histoire se termine comme ça. On ne sait pas ce qui se passe après. Et d'ailleurs, on ne sait tellement pas ce qui se passe après qu'après, il y a une petite parabole au sujet d'un enfant qui rêve dans la nuit et qui a peur des formes dans la nuit. Bon. Et le Masnavi se termine. Un petit peu à tel point suspendu que certains ont pensé qu'il n'était pas vraiment terminé. Mais moi, je pense qu'il est terminé, car le Masnavi se termine en fait sur ces mots. Je ferai de la patience une échelle vers le ciel pour monter plus haut, car la patience ouvre les portes, et si en sa présence bouillonne dans mon cœur une parole au-delà de la tristesse et du bonheur,
je saurai que c'est lui qui me l'a envoyé, du tréfonds de son âme illuminée. Dans mon cœur, cette parole vient de ce pôle pur, car il y a une lucarne qui va du cœur au cœur. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? On retrouve la lumière reflétée dans le cœur. Cœur qui d'abord et au préalable a traversé le monde des formes, les a reflétés en lui-même, a assimilé au plus profond de son être le souvenir de la beauté de la princesse de Chine, ce qui ensuite lui permet d'attendre avec patience que l'alchimie du bonheur travaille en lui et transforme les formes de la beauté en une expérience de la lumière. Et c'est ainsi que s'achève le Masnavi et aussi notre propos et notre quête. Merci Lélie Anvar de nous avoir fait rêver ce soir. On en a bien besoin en ce moment et c'était vraiment passionnant. Alors, on va passer à quelques questions. Donc, j'inaugure avec la suivante. Pourquoi faire remonter cette rencontre à l'époque mongole et non aux époques précédentes des conquêtes turques? Les céramiques seljoukides ne sont-elles pas éloquentes à ce niveau? Non, en fait, quand je dis mongol, je ne parlais pas des conquêtes mongoles. En fait, quand Ferdowsi nous parle de cette guerre entre l'Iran et le Touran, c'est pas la guerre avec les Mongols. Les Mongols, en fait, ils arrivent au XIIIe siècle. Mais bien sûr que, j'en ai pas parlé, mais en réalité, les dynasties, les grandes dynasties qui ont régné sur l'Iran, pour beaucoup, étaient des dynasties turques. Par exemple, les Seljoukides, par exemple, les Ghaznavides. Et déjà à l'époque, bien sûr, cet échange en fait à un niveau très profond entre les deux cultures a déjà commencé, mais en réalité, ça remonte à même avant. En fait, quand les Mongols arrivent, en tant que, je veux dire, les descendants de Gengis Khan, quand ils arrivent, Gengis Khan lui-même, et puis ses descendants arrivent dans le monde iranien, en fait, ils détruisent tout. C'est fini. Cette époque bénie où les échanges se faisaient, elle est déjà finie. Seconde question, on aurait besoin de définir ce qu'on entend par chinois, les Mongols n'étant pas vraiment considérés comme chinois en Chine. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est comme ça que le monde persan perçoit enfin, c'est comme ça que le monde persan désigne en fait. Pour les Persans, le Touran a beaucoup de traits communs en fait avec la Chine. Et donc, c'est pas la Chine continentale, la Chine de ce qu'on appelle la culture chinoise. En fait, leurs rencontres se sont surtout faites avec le monde chinois des marges, c'est-à-dire le monde en réalité, on va dire, turco-chinois. Mais j'ai bien précisé que c'est une idée, c'est pas une réalité, en fait, c'est une idée. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, vous allez me dire, c'est très loin de la littérature persane, mais pas tant que ça. J'ai regardé récemment, vous savez, une série Netflix qui s'appelle Marco Polo. Et c'est absolument passionnant à regarder parce qu'en fait, on comprend exactement ce que les Iraniens, ce que les Persans entendaient par chinois. Et on voit très bien qu'au XIIIe siècle, en fait, à l'époque de Kublai Khan, il y avait vraiment un enjeu, enfin, oui, 13e, oui, 13e, 14e siècle, il y avait un enjeu vraiment pour les Mongols de savoir s'ils allaient rester mongols ou s'ils allaient être sinisés. Donc, on voit à quel point il y a une tension, c'est un creuset en fait, c'est vraiment un lieu de passage. Le monde mongol, c'est pas la Mongolie dans le sens actuel du terme, mais disons que le monde mongol, en plus comme c'est un monde nomade, est un monde qui a été un passeur en fait entre la haute civilisation chinoise et la civilisation persane. Mais c'est très intéressant d'ailleurs parce que les actrices qu'ils ont choisies justement pour, par exemple, la femme chinoise de Kublai Khan ou les femmes qui sont dans le gynécée de Kublai Khan, ce sont des femmes dont les caractéristiques physiques sont très, très intéressantes parce qu'on les dirait sorties tout droit des miniatures persanes. Hein. C'est vraiment étonnant. Ou d'ailleurs des portraits chinois. N'est-on pas dans le thème du dévoilement des choses soufis, donc de mise en scène d'une réflexion venue de la mystique?
Si, absolument. Je ne l'ai pas précisé, mais Hathor nous dit que la Simorgh est recouverte de 1000 voiles de ténèbres et de 1000 voiles de lumière. Et que donc, il faut traverser, il faut dévoiler, il faut avancer de dévoilement en dévoilement. Et la forme, c'est pour ça que le portrait est dans un château, que le château est dans un endroit caché, il faut y aller. Donc, ça signifie aussi que la forme est là pour dévoiler quelque chose qui est au-delà des formes. Bien sûr, toute la thématique du dévoilement est comprise là-dedans. Les princesses de Chine étaient aussi extrêmement cachées au regard et extrêmement... il y avait énormément de voiles à traverser avant d'arriver à pouvoir voir le visage, que ce soit de la princesse ou d'ailleurs du roi, de l'empereur. Tout le monde n'avait pas le droit de regarder le visage des personnes de sang royal. Le mouchoir était aussi symbole du pouvoir romain. Oui. Voilà. Oui, absolument. C'était l'équivalent du sceptre. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, de nombreuses personnes vous remercient. C'est très joli d'ailleurs. C'est de la géopoésie. Merci. C'est vrai que c'était vraiment passionnant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel est le livre de référence sur la miniature persane? Vraiment, le livre de référence, c'est L'art figuratif en islam de Michael Barry. Ce qui porte plus précisément sur l'école de Behzad, qui est vraiment l'école de miniature la plus considérée comme la plus achevée. Mais de manière générale, il pose toutes les... Et il y a certaines des images que je vous ai montrées ici, d'ailleurs, sont dans ce livre. Certaines sont dans le Cantique des oiseaux, dans sa version illustrée, chez Diane de Cellier, donc c'est la version que j'ai traduite. Et certaines vont d'ailleurs paraître en octobre prochain dans un Léli au Majnoun, donc un autre grand roman d'amour que j'ai traduit, accompagné de miniatures, à nouveau chez Diane de Cellier. Mais vraiment, le livre de référence, si on veut comprendre comment fonctionne cette miniature, moi, je dois tout à Michael Barry, vraiment, pour ça, parce qu'il m'a vraiment appris à regarder et à interpréter une miniature comme on regarde et on interprète un texte. Voilà, on le trouve vraiment dans l'art figuratif en islam de Michael Barry. B-A-2-R-Y. Y a-t-il un lien entre la Simorgh et le phénix? Il y a probablement un lien, dans le sens où il y a des points communs, dans le sens où phénix est aussi un oiseau qui a à voir avec le feu. En fait, c'est un oiseau de feu et qui renaît de ses cendres, donc qui est éternel, etc. Mais disons qu'il y a des liens thématiques, mais chez les auteurs persans, c'est deux noms différents, et les auteurs persans sont, par exemple, dans le Cantique des oiseaux, ils nous parlent du phénix comme d'un oiseau différent de la cimoie. Même s'il y a des points communs, le plus important étant que ce sont deux oiseaux mythiques, évidemment. D'autres questions? Alors, pour le moment, non, que des remerciements. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, hein, il vous reste encore 2-3 minutes s'il y a des choses qui vous viennent. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je vais annoncer donc la prochaine conférence qui aura lieu le jeudi 13 mai à 18h30 avec Régis Bello et qui cette fois abordera le thème des produits et des marchandises le long de la route de la soie. Comme pour cette conférence, vous recevrez un email et il faudra vous inscrire. Attention, vous n'êtes pas inscrit à toutes les conférences lorsque vous êtes inscrit à l'une, donc bien vous réinscrire à chaque fois. Et puis, si vous rencontrez des difficultés, surtout n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro de téléphone. Je vous redonne au cas où 06 31 08 09 92. Bon, pas d'autres questions. Vous allez recevoir d'ici quelques heures alors, finalement, il y a un changement de date. Pardon. Ce ne sera pas le 13, mais le 20 mai. Voilà. Donc, vous allez recevoir d'ici quelques heures un questionnaire de satisfaction. Si vous avez le temps d'y répondre, on en serait très reconnaissant. C'est important pour nous. Et puis, voilà, il me reste à remercier encore une fois Lady Anbach. Merci à vous. Et puis, à vous dire, à vous donner rendez-vous au 20 mai.
Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Merci de votre écoute.